Bonjour Monsieur Villani, je m'appelle Simon Le Turc, j'ai 19 ans et j'étudie actuellement la physique à Strasbourg. Et je vais devoir voter pour la première fois en avril prochain aux élections présidentielles. Et je n'arrive pas à trouver un intérêt pour la politique. Et je me demandais si, à mon âge, malgré vos études prenantes, vous aviez réussi à vous impliquer dans vos premières élections présidentielles. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Charlotte Leguet de la Salle. Bienvenue. Alors à son âge? À son âge, j'étais assez indécis aussi, pas très impliqué en politique, je dois le dire. Pour l'élection qui vient, moi, comme je suis engagé, je recommande de voter écologiste parce que ce sont les grands thèmes qui façonnent l'avenir et en particulier pour notre jeunesse. Et c'est bien là-dedans que je suis engagé. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à tous dans le futur de Cédric Villani. Le futur, est-ce si loin? Est-ce demain? Nous allons élire un nouveau président ou peut-être une présidente. Alors le futur, on ne peut pas le deviner, on ne le connaît pas, mais on peut d'ores et déjà commencer à le penser, à le décider dès aujourd'hui. Choisissons le temps long, si vous voulez bien. Regardons loin devant avec vous. Cédric Villani, vous, le mathématicien, vous nous le dites, la recherche, ce n'est pas des résultats concrets et immédiats, mais un travail pour le futur. Alors est-ce que c'est pareil en politique, peut-être que ça le devrait, en tout cas. Non, mais je pense maintenant beaucoup plus sur le temps long en politique aussi qu'au début de ma carrière en politique. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous pensons ici aussi. À mes côtés, Adélaïde Zulfikar-Passik, directrice de BVA Opinion. Bonjour. Vous prenez le pouls de cette opinion pour nous. Et puis Christian Roudot. Christian, avec toi, on prend du recul, on met les choses en perspective. On essaye. Professeur Villani, monsieur le député de l'Essonne. Monsieur Roudot, comment dois-je vous appeler si vous me donnez du professeur? Bonjour, vous faites partie de ce club fermé des hommes de science devenus hommes politiques, lauréat de la médaille Fields, l'équivalent d'un Nobel pour les maths. Vous avez rejoint le mouvement En Marche, c'était lors de la présidentielle 2017. Depuis, vous avez pris vos distances avec le parti d'Emmanuel Macron. À l'Assemblée, vous êtes aujourd'hui non inscrit. Alors, dans votre livre Immersion, vous parlez de votre plongée dans le bain de la politique. Vous parlez de ça comme une immersion isométrique. Et donc, là, un mini cours de géométrie politique, mais mini, s'impose. La théorie des plongements ou des immersions isométriques, si on se demande, quand vous avez une certaine géométrie, comment est-ce que vous pouvez la faire passer d'un espace à un autre sans que jamais elle perde ses caractéristiques géométriques? C'est un peu moi. Passer de l'espace de la science à l'espace de la politique sans perdre mes caractéristiques de scientifique, de quelqu'un qui a appris à raisonner comme ceci ou comme cela, à travailler comme ceci ou comme cela. Plonger dans la politique, vous allez nous y aider, Adélaïde. Oui, alors nous, on va revenir un petit peu plus à ce à quoi s'intéressent les Français. Comment est-ce qu'ils perçoivent la France? Quels sont à leurs yeux les atouts et les faiblesses de notre pays? Comment rêvent-ils l'école du futur? Comment se positionnent-ils par rapport au transhumanisme? Ce sont autant de questions, notamment sur des thèmes qui vous sont chers, Cédric Villani, auxquels nous répondrons au cours de cette émission à travers des sondages exclusifs réalisés par BVA pour Futur. Alors, quelle France dans le futur? Quelle France doit-on espérer? Quelle France doit-on construire? Première partie de ce programme, c'est hashtag Mon pays, c'est parti. On accuse souvent les Français d'être d'incorrigibles pessimistes et d'ailleurs certains candidats à l'élection présidentielle nourrissent leur discours de ce soi-disant déclinisme ambiant. On a voulu savoir ce qu'il en était réellement. Pour cela, on a posé la question aux Français. Et bien d'après notre sondage exclusif BVA pour Futur, ce sont près de 6 Français sur 10, 58%, qui ont le sentiment aujourd'hui que la France est plutôt en déclin, contre 10% seulement qui ont le sentiment qu'elle est en expansion. Est-ce que vous partagez ce sombre constat, Cédric Villani? Merci pour la franchise de la question, Adélaïde Zulfikar-Passik. D'abord, je dirais que dans la France, il y a cette attitude générale pour toute la société d'un pays qui s'est rêvé le meilleur du monde, voire maître du monde avec son grand empire colonial, culturel, politique et tout ce que vous voulez, qui un jour découvre qu'il est un pays qui a besoin des autres, un pays parmi les autres et qui fait une sorte de grande dépression. Finalement,
je suis mauvais, je vais mal, et qui se voit beaucoup plus négatif qu'il n'est en vérité. Oui, il y a plein de raisons d'être inquiet par rapport à la France. Pour, par exemple, pour moi, une des grandes caractéristiques de la France qui donne raison d'être inquiet, qui est attestée par toutes les enquêtes sociologiques, c'est le fait que la France est un grand pays de défiance, où la méfiance des uns envers les autres, au plan professionnel, au plan personnel, est très élevée. Mais il y a aussi, si on le regarde objectivement, beaucoup de raisons d'être optimiste pour la France. Que ce soit dans les ressorts culturels, dans les ressorts scientifiques, que ce soit dans toute la quantité, la qualité de la culture et de savoir-faire accumulé en France. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Le paysage que vous me décrivez, je suis d'accord, c'est ça qui est dans la tête de nos concitoyens. Il est trop pessimiste. Alors justement, vous évoquiez des points sur lesquels on pourrait s'appuyer pour voir les choses différemment. Quand on a posé la question aux Français en creusant davantage, en leur demandant d'évaluer la situation de la France dans une série de domaines, en donnant tout simplement une note de 0 à 10, eh bien, leur constat n'est pas beaucoup plus reluisant, puisque la meilleure note moyenne obtenue culmine à 6 sur 10, c'est-à-dire pas beaucoup plus que la moyenne. Elle est obtenue par notre système de protection sociale devant la culture, 5,7 sur 10 seulement. Ensuite, on trouve 3 grands domaines qui sont évalués avec des notes autour de 5 sur 10, donc à peine la moyenne, les services publics de la santé, la recherche, l'industrie, et tous les autres domaines testés enregistrent des notes inférieures à la moyenne. Alors, sur la recherche, par exemple, les Français ne sont pas les seuls à dire que les moyens sont insuffisants, mais sur le système de protection sociale, il est souvent salué comme l'un des meilleurs du monde. Les Français ne seraient pas un peu des enfants gâtés ? Ouais, je vais commencer par dire que je ne me reconnais pas pleinement dans cette évaluation. On voit la mauvaise note obtenue par la recherche. La recherche française est l'une des toutes meilleures du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Y compris en termes de moyens alloués ? En termes de moyens, c'est pas si reluisant. Et précisément, la France est l'un des pays qui arrive à faire le mieux avec peu de moyens. Mathématiques, je prêche pour ma paroisse. Vous savez, c'est certainement le pays le plus décoré du monde quand vous rapportez les récompenses mathématiques à la population. Mais prenez un autre sujet sur lequel nous avons travaillé récemment à l'Office parlementaire scientifique, la recherche polaire, qui nous rappelle aussi le grand passé où la France explorait le monde avec les Dumont d'Urville et autres, découvrait de nouveaux territoires. Là aussi, un domaine grossièrement sous-doté, incroyablement sous-doté. On a écrit des pages très dures et j'ai moi-même interpellé de façon dure le gouvernement à ce sujet. Pourtant, une recherche sur les pôles, que ce soit en matière de climat, en matière de biodiversité, ou en matière de circulation océanique, ou même sur les questions sociales, dans la lignée de Paul-Émile Victor, qui est parmi les toutes premières du monde. Vous parlez de la recherche et on va en reparler tout au long de cette émission, de la recherche et de la formation, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Il y a plusieurs chantiers, évidemment, en friche à la veille d'une élection présidentielle. Dans Immersion, vous écrivez que l'engagement politique, c'est quand un idéal abstrait rencontre la dure réalité. Alors, cette dure réalité, c'est quoi ? Pour que la France réussisse, pour vous, Cédric Villani, quels sont les grands chantiers prioritaires auxquels il faut s'attaquer dès aujourd'hui? Nous sommes dans une époque pleine de problèmes, pleine de mutations. La France a besoin, oui, de se renouveler. Et parmi ces leviers, on va citer celui qui a été au cœur de mon engagement politique, le tout premier, le levier européen. Je me suis défini comme fédéraliste bien avant de faire de la politique nationale. Dès 2010, je revendiquais l'étiquette et j'ai milité, organisé des colloques sur l'avenir de l'Europe. Aujourd'hui, la France est un pays plutôt eurosceptique. Pourtant, aucun pays n'a contribué autant que la France à la réflexion sur la construction européenne. La France, c'est le pays de Montesquieu, c'est le pays de Hugo, c'est le pays de Simone Veil, c'est le pays de Monet et Schuman, etc., etc. Et sans l'Europe, sans une Europe construite, solide, la France ne pourra pas faire entendre sa voix, ne pourra pas assurer le bien-être de ses citoyens. C'est un chantier majeur, prioritaire. Le chantier écologique en est un aussi. Et vous savez, la France, c'est ce pays qui, depuis toujours, ou presque, depuis sa construction, s'est rêvé comme le pays qui allait trouver les solutions universelles et les apporter au monde. Et universel était très important. On comprend pourquoi aussi, parce que la France, c'était la réunion de peuples différents, de contrées avec des traits différentes, qui avaient besoin d'être unis par cette idée de travailler au-delà des particularismes, des langues, des habitudes, avec le Nord comme avec le Sud, et ainsi de suite. Et
il n'y a pas plus universel, si vous voulez, que ces questions écologiques, environnementales, concernent la Terre entière, dans laquelle il s'agit de trouver comment amener l'humanité entière à être sobre en carbone, à être sobre en énergie, à retrouver l'harmonie avec le vivant, et ainsi de suite. La France doit jouer un rôle majeur dans cette transition mondiale. Et justement, en préparant notre rendez-vous, je suis tombé sur cette citation d'un philosophe québécois, je ne sais pas si vous le connaissez, Marc Gendron. Notre avenir dépend non de la science politique, mais de la politique de la science. En quoi la science peut-elle justement nous aider à relever ces défis du futur ? Je vais nuancer ce que dit M. Gendron. Il a raison en première approximation, mais je vais nuancer. La science est là d'abord pour faire les constats. S'il n'y avait pas eu les scientifiques du GIEC, les scientifiques de l'IPBES, nous ne serions pas là en train de constater l'urgence absolue. On dirait, petit échauffement des températures, on voit quelques remous dans le climat, des inondations en plus, mais sans les scientifiques, nous ne serions pas là à avoir des diagnostics précis sur le pourquoi de la situation, sur le rôle de l'humanité, etc., et sur les contraintes que nous devons nous poser. Sans les scientifiques, nous ne serions pas là en train de considérer l'effondrement du vivant comme quelque chose de terrible, simplement parce que ce sont des choses qui se passent sur le long terme. On n'a pas idée, par exemple, que la situation du vivant est pire aujourd'hui qu'elle n'était l'an dernier. Quand on réfléchit sur un plus long terme, on se dit les insectes qui étaient si nombreux dans les champs il y a 30 ans, les insectes qu'on essuyait sur le pare-brise des voitures lors des grands déplacements de vacances quand on était gamin, ils sont plus là. La science, elle nous permet d'aller au-delà. Elle nous dit, elle nous dit il y a eu tant de pertes de biomasse, tant de problèmes de ceci et de cela, donc elle est là d'abord pour dresser un constat. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire la qualité de constat qu'on a de ce que la science nous apporte. Et est-ce qu'elle est là pour résoudre ? Et elle est là aussi pour résoudre. La science est là pour, de façon générale, la science, c'est une grande entreprise à décrire, donc à constater, à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est le moteur, quelles sont les relations entre les individus, entre les êtres, et elle est là aussi pour donner des outils. Maintenant, dans certains cas, les outils sont extraordinaires. Dans d'autres cas, ils mettent tellement plus de temps à venir. Et dans certains cas, on voit qu'on se trompe de chemin. L'un de mes exemples favoris, c'est le DDT, cet insecticide extraordinairement puissant qui a été très populaire, qui a fait l'objet d'un prix Nobel au début du XXe siècle. On s'est dit, c'est magnifique, ça va désinfecter, c'est une nouvelle ère pour l'hygiène, pour l'humanité. Et puis, ils sont arrivés les constats, c'était une catastrophe. Est-ce que la parole scientifique est suffisamment prise en compte dans les décisions politiques, y compris celles qui concernent le long terme ? La parole scientifique, de façon générale, elle est toujours dure à accommoder avec le temps politique, pour des raisons de calendrier, parce que la parole scientifique a besoin de beaucoup de temps pour évoluer. La doctrine scientifique peut avoir besoin de beaucoup de temps pour se construire. Entre les premiers rapports du GIEC de 1990 et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les orientations, mais en matière de précision des connaissances, c'est un monde extraordinaire. Là où le débat politique n'a pas tant progressé que ça. Il est même, par certains côtés, devenu pire maintenant que dans les années 90. Les questions liées à l'agriculture, c'est encore en construction. Il a fallu des décennies, il en faudra encore sans doute pour construire scientifiquement des modèles agroécologiques complètement respectueux du vivant. Donc il y a cette notion de temps qui est la première obstacle souvent. Il y a aussi la notion d'erreur à admettre. Très difficile pour le monde politique de reconnaître quand on s'est trompé. Pour le monde scientifique, ça fait partie normalement de l'éthique. On reconnaît, oui, on pensait ceci, maintenant on pense cela. Je pensais ça il y a 15 ans, maintenant j'ai changé d'avis, ainsi de suite. Quand vous dites ça, que vous êtes scientifique, on dit, oh là là, mais ils ne savent rien, mais c'est incroyable. Au contraire, reconnaissez la sincérité et la valeur de cette démarche. Les premières tentatives de marier le conseil scientifique avec la décision politique, j'insiste, conseil scientifique, décision politique, ce ne sont pas les scientifiques qui décident, datent du XVIIe siècle. Ce sont les académies des sciences, dont le GIEC sont les lointains héritiers par certains côtés.
Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec les défis qui nous attendent, il va bien falloir que les deux se parlent. Ô combien vous avez raison et ô s'entendent. combien il faudra se parler davantage. Vous avez cité en chantier numéro 1 l'Europe, en chantier numéro 2 l'écologie. Arrêtons-nous un temps sur l'Europe, si vous voulez bien. Vous avez rappelé votre engagement. Et ici, à Futur, on s'est posé cette question qui a l'air simple. Peut-on encore croire en l'Europe ? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir un discours optimiste et positif ? Alors, les Français ont un rapport assez ambivalent à l'Europe. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, comme d'autres citoyens européens. Ils restent attachés à l'Europe, même si ce sentiment d'attachement s'est érodé au fil du temps et en particulier a été mis à mal par les récentes crises traversées par l'Europe, crise migratoire, Brexit et plus récemment crise sanitaire. Dans un sondage réalisé par BVA au moment des dernières européennes, donc en 2019, ils étaient encore 53% à se déclarer attachés à l'Europe. Donc on est sur une courte majorité. Et dans le même temps, une majorité de Français ne souhaitent pas pour autant quitter l'Europe. Et les attentes exprimées par les citoyens sont très fortes quant à sa capacité à la fois à garder de vue ses objectifs fondamentaux, mais aussi à prendre en compte les enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc on voit bien que la question derrière n'est pas tant Europe ou pas Europe, mais plutôt quelle Europe ? Et c'est la question que j'ai envie de vous poser, Cédric Villani. D'après vous, quelle Europe faut-il proposer aux citoyens pour leur permettre de s'y projeter avec confiance, avec envie ? En premier, l'Europe qu'on doit proposer aux citoyens, c'est une Europe dans laquelle ils peuvent s'impliquer et une Europe qu'ils peuvent toucher du doigt. L'Europe est restée longtemps tellement abstraite, souvent utilisée comme bouc émissaire par des nations ou des gouvernements nationaux qui ne voulaient pas assumer telle ou telle décision. Ouais, à Bruxelles, on dit une chose, il faut aller là-bas. En France, on dit, écoutez, moi je ne voulais pas, mais c'est Bruxelles qui me l'impose. Ça a été un jeu qui s'est poursuivi pendant tellement longtemps. L'Europe, elle sera concrète quand chacun pourra en profiter. Ça veut dire du Erasmus pour tout le monde, ça veut dire des possibilités de rencontres et de discussions dès l'école pour les gamins qui puissent se rendre compte qu'il y a partout, dans tant de pays, des enfants européens qui partagent le même type d'ambition, d'idéaux, de grandes racines culturelles, qui partagent ce très grand territoire géographique. Ça voudra dire une Europe de la recherche bien plus forte, avec de grands budgets dédiés, une façon de venir abreuver certains projets qui demandent beaucoup d'efforts. Ça veut dire une grande révolution écologique pensée au niveau européen et de façon massive et de façon complètement coordonnée. Même chose pour les technologies, pour le numérique, pour le digital. Et puis une Europe culturelle. Une Europe où on puisse parler, découvrir, évoquer les fonds culturels des uns ou des autres. Il y a une citation célèbre de je ne sais plus quelle personnalité politique disant « S'il fallait refaire la construction européenne, on devrait commencer par la culture, pas par le marché tel que ça a été pensé. » L'idée de Monnet et Schuman de commencer par le marché, ça se comprend. L'idée de faisons des choses ensemble pour apprendre à se connaître. Mais à la fin, ce qui lie les gens, c'est la culture. L'Europe s'est construite aussi autour d'une coopération sur le plan industriel et scientifique avec des résultats concrets, comme vous dites, des résultats majeurs. Je pense à Airbus, je pense à l'Europe spatiale. On peut citer aussi plus récemment l'Europe des batteries électriques pour les voitures électriques. Oh, attendons qu'elle se fasse parce que... Ben, voilà, je voulais vous poser la question. L'objectif, c'est l'autonomie européenne en 2025. On veut se défaire de la dépendance de l'Asie. Là, on est dans un exemple concret. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Est-ce qu'on va assez vite ? Vous avez raison d'abord. Oui, Airbus ou l'Agence spatiale européenne, ça a été des modèles. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi. Des très belles coopérations. Un peu inquiétant, cependant, que ce soit presque les deux seuls exemples qui nous viennent à l'esprit. C'est les mêmes exemples que j'ai utilisés pendant des années dans des conférences dans les milieux fédéralistes pour insister sur les belles réalisations de l'Europe. J'en rajouterai un troisième, même s'il n'est pas dans la construction politique européenne, c'est le CERN, qui est basé en Suisse, ce centre européen de recherche et centre mondial de recherche de physique fondamentale qui est juste extraordinaire et qui a été pensé après la Seconde Guerre mondiale précisément pour les coopérations. Les batteries, on a raison de dire qu'il nous faut une ambition européenne pour les batteries, de la même façon qu'il nous faut une industrie d'énergie renouvelable, de la même façon qu'il nous faut une Europe très forte sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi un Airbus des batteries, ce ne serait pas possible alors ? Et j'espère bien que c'est possible, mais quand je vois le plan tel qu'il a été fait,
d'une complexité extraordinaire. Ça ressemble à une gigantesque usine à gaz. Avec bien des cas dans lesquels il s'agit d'avoir comme opérateurs des entreprises qui sont chinoises ou américaines. Sans garantie qu'il s'agisse vraiment de savoir-faire qui se recrée sur le sol européen, je dirais, avec des personnels européens, et avec vraiment une inquiétude sur la possible déconnexion entre les ambitions affichées et ce qui se passe sur le terrain, je suis assez inquiet. J'espère me tromper, mais je ne suis pas sûr, là, quand je vois le plan, qu'il arrivera bien à maturité. Une usine à gaz pour construire des batteries électriques, ça part mal, effectivement. Ça ne marche pas. Oui, c'était Yannick Jadot qui plaisantait en disant les usines à gaz, c'est pas mon truc, moi je suis plutôt sur le renouvelable. Mais effectivement, cette question de gouvernance et le savoir-faire, à la fin, vous pouvez faire, c'est le même problème sur le cloud, vous pouvez faire toutes les règles que vous voulez, toutes les normes que vous voulez. Si vous n'avez pas les formations et le savoir-faire qui est là sur notre continent, il ne se passera rien en vrai. Alors, vous disiez au début de cette émission à quel point la recherche et l'investissement dans cette recherche est capital, notamment au niveau européen. C'est quand même ce qui se passe avec le programme Horizon Europe. C'est un programme extrêmement ambitieux, 95,5 milliards d'euros de budget. C'est l'un des plus ambitieux jamais déployés. Sur quelle période ? 2021-2027, avec 4 grands piliers: l'excellence scientifique, Europe et innovation, compétitivité industrielle, participation des citoyens à l'espace européen de la recherche. Vous en parliez. 5 grands objectifs: vaincre le cancer, protéger les océans, s'adapter au changement climatique, créer 50 villes décarbonées d'ici 2050 et restaurer la qualité des sols. C'est un plan, je l'ai dit, sur le plan budgétaire sans précédent. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Est-ce que selon vous, ça dessine le futur que vous souhaitez ? Regardons les ordres de grandeur, si vous voulez. D'abord, vous me parlez d'un plan très ambitieux. D'abord, si je divise par la période que vous évoquez, sur 6 ans, les 95 milliards, je trouve une quinzaine de milliards par an, on est d'accord ? Oui, j'aurais dû me douter qu'avec un mathématicien, vous iriez vite. Prenons juste prenons le PIB de la France, si vous voulez. On est quoi ? On est autour de 2000 milliards ? C'est quoi ? Je sais plus, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Les 3% du PIB, ça nous fait quoi ? 60 milliards ? C'est ce que rien que la France devrait avoir en termes de public et de privé comme budget de recherche et développement global. Vous êtes en train de me parler de 16 milliards par an pour l'ensemble des pays européens. Je ne suis pas sûr que ce soit si gros. Alors vous allez me dire, c'est de la recherche plus fondamentale que ce qu'on compte dans la R&D, certes, mais franchement, à l'échelle européenne, on est sur des petits montants. Le budget de l'Europe, c'est quelque chose comme 1% de la somme des budgets de l'ensemble du PIB de l'Europe. 1%. On est sur quelque chose de très bas. Et j'appelle de mes voeux quelque chose qui soit bien plus costaud. Quand on parle de transition écologique, les budgets d'investissement qui sont là-dedans, tout de suite, ils se comptent en centaines, voire en milliers de milliards. Rien que pour la transition énergétique en France, c'était dans les excellentes études de RTE récemment, et c'était la discussion de savoir si le budget annuel qu'il allait falloir mettre sur la table en investissement dans les 30 prochaines années ou quelque chose comme ça, c'était de 60 ou 80 milliards, ou peut-être 100 milliards quand on rajoute le coût des infrastructures. On est sur ces ordres de grandeur-là pour la France seulement. Imaginez à l'échelle de l'Europe, la transition écologique, ça va se compter en milliers de milliards, en centaines de milliards par an à l'échelle européenne, des milliers de milliards sur une période intégrée de 6 ans comme vous le faites. Le budget que vous évoquez, pour moi, c'est un petit budget. Un petit budget, mais en tout cas, les candidats, ils ne sont pas nombreux à dire augmentons encore une fois de plus le budget européen. Les candidats, je ne sais pas, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit augmentons résolument le budget européen et continuons. Aujourd'hui, Erasmus, je vous en parlais, c'est une toute petite minorité d'élèves privilégiés qui y ont accès. Multiplions Erasmus résolument et faisons de l'Europe des expériences concrètes où on puisse se mélanger, aller au contact les uns des autres et que ça soit plus juste une abstraction. Alors Cédric Villani, comme vous êtes d'humeur dépensière, moi j'ai une suggestion à vous faire. Dépensière, j'appelle ça de l'investissement bien placé, cher ami. Alors, il y a une agence européenne du médicament, mais la santé n'est pas un domaine de compétences communautaires. Faut-il inventer, selon vous, une Europe de la santé, une Europe de la médecine, une Europe de lutte contre les pandémies ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Précisément, il y a des années déjà, quand avec mes collègues d'Europa Nova, on avait mis en place, ça devait être en 2013, un colloque sur le campus des Cordeliers sur l'avenir de l'Europe. On l'avait organisé comme ça.
l'Europe de la culture, l'Europe de la santé, l'Europe du bien-être, l'Europe de la recherche, l'Europe du rêve, c'était la table ronde finale. On avait sur chaque table ronde des invités qui venaient de plusieurs pays différents. C'était moi qui étais responsable du conseil scientifique de la conférence. Et on avait l'impression que c'était comme ça que tout débat européen devrait se mettre en place. Et où on voit, domaine par domaine, ce que l'Europe peut changer dans la vie des concitoyens. Puis je vais vous dire, l'Europe, moi, en tout cas, je vais faire ce témoignage, elle m'a transformé au plan scientifique. Si j'ai choisi de rejoindre le fédéralisme européen, c'est pas comme ça par lubie ou de l'extérieur, c'est parce que j'ai vu de l'intérieur combien ça avait été pour moi extraordinairement profitable d'avoir mes premiers collaborateurs de recherche dès ma thèse en Italie, en Allemagne, puis en Espagne. Comment les voyages et les formations européennes ont joué un rôle majeur. Ça n'a pas été les seuls. J'ai aussi eu quelques séjours majeurs sur les campus des grandes universités américaines, à l'Est comme à l'Ouest, comme au Sud. Mais cette étape européenne était majeure. Et sans ces coopérations européennes, il n'y aurait juste pas eu de médaille Fields pour moi. Le territoire européen, le territoire national et à l'intérieur d'autres territoires, parce que penser le futur, c'est aussi essayer de penser comment on va y vivre et surtout y vivre bien. Parlons de la ville, si vous le voulez bien, parce que d'ici 2050, près de 3/4 de la population vivra dans les villes. Comment réinventer cette ville ? On voulait d'abord commencer par quelques petites images, regardez. Oui, et des images qui ne vont pas forcément nous rajeunir. Cédric Villani, petit calcul mental. Vous savez que les mathématiciens, souvent, cher Christian Roudot, sont très mauvais en calcul mental. Moi, je vais tester. En 1979, vous aviez quel âge ? J'avais 6 ans, ça je sais faire. C'est bien vu. Car sachez-le, ici, on aime bien, dans le futur, revenir en arrière pour voir comment, dans le passé, on imaginait le futur. Je vous ramène donc en 1979 avec l'émission Récréa 2. Ça vous dit quelque chose ? Oh là, Récréa 2, oui, je me souviens bien. Oh là là. Oui, à l'époque, on avait demandé aux enfants d'imaginer la ville du futur. Alors on a mis de la lumière dans le stade, dehors, avec des lampadaires. On a fait aussi un observatoire pour prévenir les soucoupes et les fusées. On a fait une machine dans l'observatoire pour remonter le temps. Sur la ville, il ne va plus avoir de voiture. On va se déplacer avec des tuyaux. Et puis, dans ces tuyaux, il va y avoir des tapis roulants. On pourrait dire que les tuyaux qu'il imagine, c'est une préfiguration de ces hyperloops, ces modèles de déplacement du futur qui ont été popularisés par Elon Musk, auxquels personnellement je suis fort sceptique, mais qui à un moment ont alimenté l'imaginaire. Et le deuxième commentaire, ça me rappelle quand j'étais gamin, il y avait un ouvrage qui s'appelait à la maison, qui s'appelait Le futur sans fiction, notre vie dans 25 ans, je m'en souviens très bien, ça, avec une petite recherche internet vous le retrouverez facilement, et qui nous parlait de la ville du futur. Alors c'était dans les années 70 ou 80, ça nous parlait de la vie dans les années 2000. Et alors ? Bien sûr, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il disait bien, nous sommes sérieux, ce sont des scientifiques qui nous conseillent, on va vous dire comment. La vérité, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal et que les scientifiques sont fort mauvais pour prédire les changements de société. Oui, mais votre ville du futur, Moi, ma ville du futur, ma ville rêvée, d'abord, oui, je vais reprendre ce qu'a dit le petit jeune, il n'y aura plus de voitures, il y aura des vélos et de l'infrastructure pour vélos, il restera quelques voitures ici et là, mais guère. Je fais partie de ceux qui pensent que le vélo, comme le disait d'ailleurs le philosophe Ivan Illich, et qui peut se dire encore maintenant avec encore plus de force avec le vélo électrique, c'est le meilleur mode de transport qu'on ait jamais inventé, le plus efficace, et c'est celui qui doit être dominant. Tous les autres doivent être juste des corrections. Alors donc une ville avec du vélo et des transports en commun, quelques voitures ici et là, les voitures qui seront plus là pour gâcher les paysages et tous les merveilleux immeubles parisiens. Vous savez ce que disent les photographes. Paris avant la voiture, Paris après la voiture, c'est tellement différent à photographier parce qu'il y a cette présence un peu partout qui gâche en quelque sorte. Mais j'imagine une ville bien plus verte, une ville dans laquelle il y a des parcs et des espaces. Et puis,
peut-être des changements qui ne seront pas visibles, mais une ville moins tendue, moins bruyante, plus apaisée, pas forcément de grands changements technologiques ou futuristes, mais quelque chose dans quoi on a l'impression d'être plus chez soi en tant qu'humain. Et bien justement, l'apport des technologies pour cette ville moins tendue, cette ville à vélo, cette ville plus verte dont vous rêvez. Aujourd'hui, on les appelle les smart cities parce qu'on aime bien les anglicismes. Il en existe 25 en France que l'on qualifie donc de villes intelligentes. Ça veut dire à la fois numérique, humaine, durable. C'est Lyon qui est classée première ville intelligente de France par le Parlement européen. C'est assez intéressant de constater par ailleurs que la grande majorité, 23 sur 25 de ces smart cities françaises, comptent moins de 250 000 habitants. Et on estime surtout que ces collectivités locales pourraient économiser 9,2 milliards d'euros par an grâce aux smart cities dans un délai de 5 à 10 ans. Cédric Villani, il y a quand même plus ou moins un consensus aujourd'hui sur l'apport de ces nouvelles technologies. Mais je voudrais vous poser la question des usages. Le citoyen du futur qui sera ultra connecté, est-ce qu'il sera plus relié aux autres ou moins relié aux autres ? Avant de répondre à votre question qui est au cœur de notre époque, je vais préciser que je préfère la traduction ville connectée plutôt que ville intelligente, parce qu'à vrai dire, l'intelligence n'est pas dans les données, elle est dans ce qu'on en fait. Et au départ, il s'agit juste de connecter. Et puis, sur la connexion du citoyen, par certains côtés, ça a déjà commencé. Pour venir dans ce studio, j'ai commencé par regarder, avant d'enfourcher mon Vélib, que me dit le navigateur sur le meilleur trajet et ainsi de suite. C'est une première étape de connexion et de quelque chose qui n'était pas à disposition il y a 20 ans, qui est à disposition maintenant, qui permet de vous faciliter la vie, d'économiser de votre temps. Ensuite, je vais insister sur le fait que les cités connectées, il y a deux grandes façons de voir les choses. La première, c'est comme vous le dites, vous avez connecté en temps réel ou avec des données. Par exemple, l'utilisation de données pour décrire et évaluer le niveau de propreté. Vous avez votre véhicule avec une petite reconnaissance automatique de déchets qui passe dans la rue et qui remarque que, tiens, sur cette dernière semaine, il y a la saleté qui a augmenté dans telle rue, besoin de changer les processus pour aider les humains à savoir où diriger leurs efforts. Il s'agit ici de services connectés dans lesquels les informations que la ville vous donne vous permettent de mieux gérer. Dans d'autres cas, ça va être des économies d'énergie. Et puis la deuxième façon de voir la ville connectée, la Smart City, c'est celle dans laquelle votre planification, votre organisation, votre conception de la ville, elle se fait à partir de modèles numériques. Dans quel sens est-ce qu'il vaut mieux faire passer le sens unique ? Est-ce qu'il vaut mieux construire un rond-point ici ou là ? Est-ce qu'il vaut mieux que la route elle soit comme ceci ou comme cela ? Ou est-ce que ça va être le plus efficace de placer les panneaux solaires, etc. Ça, c'est si vous voulez, du design, de la préparation dans laquelle les données et la modélisation s'invitent. Mais après, on l'oublie. C'est juste comme un outil numérique qui vous aide à concevoir et ensuite l'outil en soi, il n'est pas forcément connecté. Alors, un élément peut-être d'éclairage supplémentaire sur ce sujet. Charlotte l'a dit il y a un instant, il y a consensus sur l'apport des nouvelles technologies pour la ville de demain. Les Français partagent assez ce constat, puisque quand on les interroge sur la manière dont les villes vont évoluer à l'avenir, plus de la moitié des Français estiment qu'elles doivent être avant tout plus vertes et plus durables. Donc ça rejoint votre souhait d'une ville avec plus de transports en commun et plus de vélos. Ils souhaitent aussi qu'elle soit plus sûre. Ça fait écho à une thématique qui est importante en ce moment, en tout cas dans la campagne. Et dans ce contexte, le recours aux nouvelles technologies dans la ville de demain apparaît pour une majorité de Français comme une opportunité avant tout. Mais néanmoins, il y a une réticence qui est exprimée s'agissant de la question de la collecte et de la protection des données personnelles. Vous parliez tout à l'heure justement de l'intelligence qui est dans ce qu'on fait de ces données, mais les Français s'interrogent sur justement la protection de leurs données. Et ils ont raison. Et pour finir sur cette question de la ville du futur, on peut se demander si le Covid n'a pas un peu rebattu les cartes quant à l'équilibre ville-campagne. On a parlé d'un exode urbain. L'avenir nous dira si la tendance se vérifie véritablement. Ceci pourrait-il changer la France des territoires sur le long terme, selon vous ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je le crois. D'abord, la période du Covid, ça a été
au-delà de la tragédie que ça représentait, ça a été une grande période d'introspection où on s'est mis les uns les autres à réfléchir. Ça a été pour moi une période de grande résolution où j'ai changé un certain nombre de choses dans ma vie personnelle, dans mes habitudes, dans ma façon de me déplacer, de me nourrir et ainsi de suite. Et vous avez complètement raison, le rapport ville-campagne a été revu. On a vu que les territoires de campagne ont beaucoup mieux passé les périodes de confinement, et c'est normal, que les territoires urbains. Et également, on a eu le développement accéléré du télétravail, du numérique, qui pour moi est résolument une bonne chose à condition qu'il ne soit pas en excès. À l'Office parlementaire scientifique, on a mené une mission et un rapport là-dessus. On a bien vu que quand il y a excès de télétravail, c'est mauvais pour les relations entre les personnes, c'est mauvais pour la concentration, c'est mauvais pour la colonne vertébrale ou pour bien des choses. Mais quand c'est à petite dose, c'est meilleur à dose, par exemple 2 jours de télétravail par semaine, c'est meilleur pour les déplacements, pour économiser les déplacements, c'est meilleur pour garder plus de temps pour votre vie de famille, c'est meilleur pour le bien-être de façon générale, et je crois que c'est une évolution souhaitable et irréversible. Cédric Villani, vous le dites, les mathématiques s'infiltrent partout. La science, c'est 15% du PIB. L'IA aussi, l'intelligence artificielle s'infiltre partout. L'IA sur laquelle vous avez fait un rapport, une mission parlementaire très importante pour donner du sens à cette intelligence artificielle et dessiner cette stratégie. Alors, qu'est-ce que ça va donner à l'avenir et notamment dans le monde du travail? Qu'est-ce que cela va révolutionner? C'est #MonAvenir. Bonjour Cédric, je m'appelle Charlotte Truchet, je suis maître de conférences en informatique à l'Université de Nantes. J'ai lu votre rapport en 2018, il est indéniable qu'il a produit des recherches importantes en intelligence artificielle en France. À l'époque, j'avais un peu regretté que l'IA soit très largement attribuée dans votre rapport aux mathématiques, qui est votre discipline, et peut-être pas assez à l'informatique où elle est pourtant née. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous jugez a posteriori les recherches qui ont découlé de votre rapport. L'intelligence artificielle, dès le départ, je crois, ça se met en interface entre mathématiques et informatique. Ça vient, si on regarde, ça vient au tout début de la séparation entre mathématiques et informatique, avec des gens comme Alan Turing, qui est une figure tutélaire aussi bien en mathématiques qu'en informatique, souvent considéré comme le père de l'intelligence artificielle, mais aussi des gens comme Claude Shannon ou Janos von Neumann, qui avaient le double profil mathématicien-ingénieur, le triple profil même mathématicien-ingénieur-informaticien. Et je crois qu'aujourd'hui, en intelligence artificielle, il y a des tendances qui sont plutôt mathématiques, d'autres qui sont plutôt informatiques et de vraies interfaces. Ça m'est arrivé à moi, et en tant que mathématicien, de me retrouver face à des experts d'intelligence artificielle. Je pense à Yoshua Bengio, qui est l'un des plus réputés du monde, un Québécois qui a reçu les plus hautes distinctions en informatique. Premier rendez-vous où je commence à me présenter, il me répond « T'as pas besoin de te présenter, on connaît tes travaux mathématiques et même on a essayé de les appliquer, on est en train d'appliquer certains travaux sur lesquels tu as bossé à des concepts d'intelligence artificielle. » Il s'agissait pour les experts de théorie de dualité de Kantorowicz, appliqué à l'apprentissage adversarial. C'était la petite seconde de poésie. Merci. On n'a pas les sous-titres, mais... Et les recherches, je dirais, qui sont venues, je dirais, elles sont allées il y en a eu plus en informatique qu'en mathématiques qui ont été engendrées dans la foulée du rapport, mais il y a eu des deux versants. Et les retombées pour la recherche, elles ont été conséquentes, selon vous? Pour moi, le sujet aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si vous voulez, la recherche, elle suit son cours, elle avance bien. Le vrai défi, celui qui est très difficile, c'est l'intégration avec la société. Si vous y réfléchissez, c'est pareil aussi pour le climat. Pour le climat, la recherche avance très bien. Le vrai défi, c'est l'intégration à la société. Justement, parlons de l'impact sur le travail et l'emploi. Vous soulignez dans votre rapport la transformation magistrale, intégrale, inévitable de la plupart des métiers et des organisations. Ça va donner quoi? Comment s'y préparer? La vraie bonne réponse sincère sur l'avenir du travail avec l'intelligence artificielle, c'est on ne sait pas. Personne ne sait. C'est le début de la sagesse. Vous avez des instituts de conseil qui vous disent par le menu tel pourcentage des métiers vont être impactés, tout ça. Je n'y crois pas. Personne ne peut faire une prédiction aussi précise quand on voit l'incertitude qui est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais recommandé
et que c'est en cours de discussion encore, qu'au ministère du Travail soit mis en place une cellule de recherche, d'observation qui puisse lancer des expérimentations. Par exemple, comment est-ce que l'intelligence artificielle va affecter la recherche d'emploi ? Pôle emploi avait fait une belle étude là-dessus en disant avec outils ou sans outils, etc. Ce genre de choses, il faut le développer dans telle ou telle entreprise. Très important maintenant, c'est donner les conditions pour qu'on fasse ces transitions, organiser des forums et des discussions dans les territoires, comme le Forum européen intelligence artificielle et territoires qui se tenait récemment à Concarneau, très bel événement, ou lancer des missions sur comment mener le changement, l'observer et savoir au début ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une société dans laquelle on augmente le bien-être, dans laquelle on augmente la quantité de communication entre les uns et les autres, dans laquelle on augmente l'efficacité quand elle va avec le confort et une meilleure société. Et ce qu'on ne veut pas, ce sont toutes les expériences ratées décrites dans le bel ouvrage de Cathy O'Neill, Armes de destruction massive, algorithmique, Weapons of Mass Destruction, et qui nous montrent les endroits où on croit bien faire et on se plante, ou les endroits où ce sont des intérêts peu éthiques qui récupèrent l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on retrouve dans les études sur l'opinion, Adélaïde ? Alors, j'allais dire justement, si vous avez dit vous-même que vous ne saviez pas ce que ça allait donner en termes de transformation du travail, on peut se douter que le fait qu'on ne sache pas, ça peut plonger les salariés dans des abîmes de perplexité. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à leur point de vue, on s'aperçoit, alors on ne parle pas forcément là uniquement d'intelligence artificielle, mais de numérique en général, que s'il est globalement perçu comme une opportunité par les salariés français, dans leur majorité, il est aussi générateur de craintes, en particulier pour les plus précaires d'entre eux. Je vous cite quelques chiffres. Près d'un salarié sur 3, 29% redoute que son emploi disparaisse suite au développement du numérique. Un salarié sur 3 également, 32%, exprime son inquiétude quant à sa capacité à rebondir face aux changements, aux transformations apportées par le numérique. Comment est-ce qu'on fait, Cédric Villani, pour accompagner ce mouvement justement pour les salariés en particulier ? En premier, la confiance, ce qui permet d'accompagner à travers une transition, que ce soit une transition écologique ou une transition du travail, elle se bâtit sur les rapports humains. C'est pas un algorithme qu'on fait confiance, c'est parfois à une marque et c'est le plus souvent à une institution ou à des personnes en qui on a confiance. Et donc, il faut travailler sur ce rapport de confiance humain. Dire, par exemple, dans l'entreprise, on va faire la transition, on va la faire ensemble et on va regarder ensemble quels sont les bons outils qui vont nous permettre de le faire. Il y a plein de paradoxes dans le domaine. D'abord, le numérique à l'échelle mondiale, il n'y a pas de doute que pour l'instant, ça a détruit plus d'emplois que ça n'en a créé. Avec certains secteurs qui se sont retrouvés soumis à des tempêtes, ça va le secteur de la photo, le secteur des agences de voyage, le secteur de ceci et cela. Mais ça va en créer d'autres. Ça en créera d'autres, mais il y a un débat. Pour l'instant, on voit que la création est plus lente que la destruction. C'est des chiffres, c'est un constat. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est plus étroit que le numérique. L'intelligence artificielle, c'est des processus qui permettent d'accomplir des tâches qu'on aurait cru réservées aux humains. Il y a des paradoxes aussi. Par exemple, il y a une étude de l'économiste français Xavier Jaravel qui montre de façon assez rigoureuse que globalement, les entreprises qui ont investi dans la robotique sont des entreprises qui ont gagné des emplois. Et alors qu'on pourrait croire, le robot va remplacer les humains. Ce qui a été démontré, c'est que globalement, l'investissement dans les robots donnait plus d'efficacité, des produits qui étaient plus compétitifs et qui se vendaient mieux, et donc plus d'emplois. Est-ce que ça continuera ? On ne sait pas. Mais voyez comment, dans le monde du travail, toujours, il y a ces incertitudes et ces paradoxes. La technologie, on sait ce qu'elle fait, mais l'interaction entre la technologie et l'humain, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et ce qui est sûr, c'est que c'est déjà en plein bouleversement et que vous insistez sur la nécessité, presque l'obligation aujourd'hui de la formation. Absolument. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a de la marge pour développer bien plus qu'aujourd'hui les secteurs d'apprentissage, les formations en alternance et le genre de formations dans lesquelles l'étude théorique se combine très tôt à des expériences de terrain, des stages d'apprentissage, des voyages, etc., etc. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, à bien garder en tête toujours, c'est en l'humain qu'il faut apporter sa confiance. De façon générale, je le redis, on fait rarement confiance à une technologie ou à une technique ou à un appareil. On fait confiance dans les personnes, les institutions qui ont une bonne image ou ceux qu'on a appris à connaître. Et c'est bien là-dessus qu'il faut travailler. Il y a des courants de recherche aujourd'hui sur ces domaines dont on voit de plus en plus à quel point on a besoin de sciences humaines et sociales dedans pour mener le changement. D'ailleurs, dans ma mission,
Si la mission a pu aboutir à bien, c'est parce qu'il y avait dans l'équipe autour de moi aussi bien des chercheurs spécialistes en informatique comme Marc Schönauer de l'INRIA que des spécialistes en sciences humaines et sociales qui avaient une formation plus du côté de la philosophie ou du droit ou des sciences sociales. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, même si les chiffres, on a bien compris, ça ne vous dérange pas trop en tant que mathématicien. C'est plus une question de concept que de chiffres. Alors, on estime à 7500 le nombre de postes à pourvoir d'ici 2023, selon la Grande École du numérique. Donc, dans les métiers liés à l'intelligence artificielle, à l'analyse des données, dans une économie de données qui progresse d'environ 10% par an. Alors, comment, selon vous, combler ce déficit de profil ? Premièrement, oui, il va y avoir de grands besoins. Notre rapport insistait sur le fait qu'il fallait multiplier les formations, augmenter le nombre d'élèves, et aussi dans une France qui a l'habitude de former peu d'éléments très pointus, avoir aussi des gens moins formés, mais plus nombreux, dans un domaine où il y a besoin de un peu toutes les compétences en intelligence artificielle depuis Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 20. Ça ne se décrète pas de former davantage de gens. C'est un travail dans lequel le monde universitaire, le monde scolaire, le monde de l'éducation nationale a toute sa place à jouer et où l'enthousiasme que pourront faire passer les enseignants sera clé. Vous savez, pour construire une société de demain, il y a guère de poste plus important que celui de l'enseignant, de l'enseignante. Ça commence dès l'école primaire et la façon qu'on a de faire passer de sa passion, de sa motivation, l'état d'esprit face à de nouvelles situations et face aux évolutions. Vous n'êtes pas seulement un grand mathématicien, vous êtes un grand journaliste qui fait les transitions pour nous. C'est formidable. Évidemment que logiquement, on a envie de parler de l'enseignement et commençons par l'école, puisque c'est vous qui le dites, ça commence tout petit. Les Français ne se prennent pas pour des futurs ministres de l'éducation nationale, Adélaïde, mais ils ont une idée quand même sur l'école qu'ils souhaiteraient à l'avenir pour leurs enfants. Oui, effectivement, Charlotte. Dans notre sondage exclusif BVA sur l'école de demain, les Français identifient 3 grandes priorités à mettre en œuvre pour améliorer son fonctionnement. D'abord, clairement, réduire le nombre d'élèves par classe. Ensuite, juste après, changer les méthodes pédagogiques. Et enfin, remettre à plat les programmes. Est-ce que, Cédric Villani, vous partagez cette analyse des Français quant aux priorités à mettre en œuvre ? Oui et non. Pour moi, le levier le plus important, de loin, il n'est pas dans ce podium, et ça concerne les enseignants. Alors c'est intéressant. Revalorisation des enseignants, meilleur accompagnement des enseignants, meilleure formation des enseignants, en particulier pour le primaire, professeur des écoles, métier fondamental que notre société ne met pas assez en avant, mais aussi pour le collège, mais aussi pour le lycée. Le fait que nos enseignants soient moins payés que la moyenne de l'OCDE est un vrai handicap. Le fait que la société les valorise moins est un vrai handicap. Et donc, moi, j'aurais mis en tout premier ce levier-là. Alors, j'allais y venir parce qu'effectivement, on l'avait mis dans notre liste de propositions dans la question et c'est une réponse qui arrive assez bas pour les Français, la question de la revalorisation des enseignants qui a été évoquée dans le cadre de cette campagne électorale. Pour moi, c'est une question majeure. Elle n'est citée que par 21% des Français comme une priorité. Pour moi, c'est une question majeure. Vous savez, quand on a travaillé, en 2018, j'ai travaillé avec Charles Torossian, mathématicien, inspecteur qui est en charge aujourd'hui du pilotage du plan mathématique, de l'évolution de l'enseignement mathématique à l'échelle nationale. Et donc, on a produit un rapport remis au ministre de l'Éducation nationale sur l'enseignement mathématique et comment conjurer cette malédiction qui fait que la France, grand pays de recherche mathématique, voit son niveau scolaire en mathématiques descendre inexorablement depuis 30 ans dans les classements internationaux. Et quand on a mené cette enquête, on a auditionné tout le monde, les syndicats, les spécialistes de pédagogie, tout ce que vous voulez, que chaque fois qu'on arrivait et qu'on posait l'éventail de solutions, ils insistaient avant tout sur l'échelon des enseignants. Et aujourd'hui, avec du recul et du rapport, je suis convaincu absolument que ça reste le levier numéro 1. Une refonte, une évolution d'ailleurs de la formation des enseignants du primaire est en cours aujourd'hui. On en parle guère parce que ce n'est pas forcément un sujet majeur d'actualité, mais c'est fondamental. C'est un travail de longue haleine. On peut dire qu'on est depuis le rapport 2018 à peu près au milieu du gué, peut-être aux 2/3 maintenant. Et pour moi, il y a d'abord le primaire, c'est l'échelon le plus important en mathématiques. Si le primaire
est raté, le collège ne rattrape pas. Si le collège ne rattrape pas, le lycée ne rattrape pas. Vous dites c'est catastrophique. Comment on redevient, comment la France redevient la championne des maths? En premier, d'abord, il faut voir ce qu'on entend par championne. Si c'est au niveau recherche, la France est toujours en très haute position dans tous les classements internationaux en mathématiques. Il y a une histoire mathématique française qui date de plusieurs siècles, de l'époque où peut-être au XVIIIe siècle, peut-être la moitié des mathématiciens du monde, mathématiciens professionnels du monde étaient français, une époque incroyable. Et ça s'est maintenu, je veux dire. Alors ça, vous avez raison. On a les chiffres, justement. On voulait justement balancer quand même ce constat pour qu'on regarde tous ensemble, qu'on s'arrête un instant sur le classement de Shanghai. En général, ces classements nous cassent le moral. Là, c'est le contraire. Les 1000 meilleures institutions universitaires mondiales, toutes matières confondues. Sur les 50 premières universités qui figurent au classement, 35 sont américaines, avec Harvard, Stanford en pôle position, comme d'habitude, ou britanniques. Mais, on le voit, la France se maintient plutôt bien. Elle progresse même un peu avec 30 établissements français qui figurent dans ce classement, 3 dans le top 50. Et notre fleuron, Cédric Villani, première université française, Paris-Saclay, qui passe de la 14e à la 13e place. Premier rang mondial pour les mathématiques. C'est quand même une bonne nouvelle, ça? Oui, alors j'ai passé des années dans ma vie de chercheur à expliquer que le classement de Shanghai était une ineptie. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous dire qu'il est super, mais sur la question mathématique, ça reflète une réalité qu'on savait déjà bien avant qu'arrivent ces classements. D'accord. Cette excellence française en mathématiques qui est extrêmement forte. Ça, on ne peut pas le nier. Non, on ne peut pas le nier. Les classements ont eu un mérite, cela dit, c'est de réveiller la classe politique à un moment et de leur faire prendre conscience que l'enseignement supérieur et la recherche, ça faisait partie du rayonnement d'une nation, que c'était des enjeux pas seulement universitaires, mais aussi des enjeux de société, des enjeux de bien-être, des enjeux de rayonnement, des enjeux économiques. C'était une grande compétition et cela a été le bon effet. Maintenant, on ne peut pas le nier. Alors, pour revenir à votre question... Mais oui, ça, au niveau universitaire, ça va bien et c'est avant que les maths... Et là, je le répète, je le maintiens, le plus important, c'est les enseignants. Vous pouvez changer tous les programmes que vous voulez, toutes les règles que vous voulez. Si vous n'avez pas des enseignants motivés, fiers, bien rémunérés, qui puissent travailler en équipe, à qui on donne des heures pour faire leur préparation, qu'on n'accable pas publiquement, si vous n'avez pas ça, ça ne servira à rien. La fuite des cerveaux français, c'est un vieux serpent de mer. Imaginons, Cédric Villani, un jour, que vous soyez nommé ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je suis sûr qu'il y a des gens moins compétents que vous qui ont déjà occupé ce poste. Donc voilà, on imagine cette politique fiction. Quelles seraient les mesures phares que vous prendriez pour que notre matière grise ne s'éparpille pas et ne soit pas perdue pour la France, si j'ose dire ? Sans vouloir faire un catalogue, je vais insister sur le budget. C'est pas une surprise. Vous allez me dire c'est trivial, mais c'est la réalité. Pas de bonne science efficace sans un budget qui va... Le nerf de la guerre, d'accord. Le nerf de la guerre. L'accent européen bien plus développé et, je veux dire, une intégration forte avec les homologues des différents ministères d'enseignement supérieur et de recherche européens, le fait de pouvoir faire émerger bien plus de projets de recherche. J'insisterai sur la question des carrières. Quand on parle de budget, ce n'est pas seulement les budgets pour faire, c'est aussi les budgets des carrières. Et puis, sur la meilleure articulation, le fait de pouvoir travailler main dans la main entre le secteur de la recherche et le secteur industriel. On sait que c'est une des faiblesses traditionnelles françaises. Pays de grands idéaux, c'est bien, mais pays de cloison, c'est pas terrible. Pays dans lequel on se défie les uns des autres, pays dans lequel le monde de l'industrie se défie du monde de la recherche et vice-versa. Ça peut passer par une multiplication des projets de thèse et des bourses CIFRE. Ça passera aussi par plus de passerelles entre le monde de la recherche et le monde universitaire. Ça passera aussi par les entreprises. Bien sûr. Alors complètement, je fais partie de ceux qui pensent et c'est pour tous les sujets. Pas de transition écologique sans que les entreprises soient embarquées, pas de grande réalisation de recherche sans que les entreprises soient embarquées aussi.
Bien, on verra ce que le futur vous réserve si vous deviendrez un jour ce ministre de l'enseignement supérieur pour mettre en place ce programme. La vie est longue et bien malin qui peut prédire. Et réserve des surprises. Et en ce moment, plus qu'à aucun autre moment, sans doute. Alors, Cédric Villani, le futur de chacun d'entre nous en tant qu'individu est déterminé par certaines influences, des personnages publics qui ont pu nous inspirer dans notre jeunesse. L'une de vos inspirations a été le prix Nobel de médecine, l'Autrichien Konrad Lorenz, un homme curieux de tout, un peu comme vous. Il a été le pionnier de l'éthologie, la science du comportement animal. Regardons cette archive où il parle de la sexualité des oies et des jarres. Dans la femelle, la copulation est toujours corrélée à l'amour entre guillemets, pendant que dans le jarre, il se peut très souvent faire une dissociation de l'amour et de la copulation. Il reste ensemble avec une femelle, il garde son nid, il défend ses petits, mais cependant, il fait la copulation aux autres femelles, avec des autres femelles, qu'il ne va pas défendre, qu'il ne suit pas et qu'il, encore des guillemets, il n'aime pas. J'adore. Je me souviens très bien quand j'étais gamin de cet ouvrage de Konrad Lorenz qu'on m'avait offert quand j'étais gamin. Il parlait avec les oiseaux, les chiens, les chats ou quelque chose comme ça. Et j'étais passionné de voir les expériences qu'il décrivait, toutes ces aventures, certaines très drôles, avec toute sa ménagerie et sa façon de considérer les animaux comme des individus, avec leur personnalité. Tout ce qu'ils peuvent nous enseigner, toute cette tendresse envers ces sujets d'études. Puisque ce monde du vivant revient, vous le dites, au cœur du débat public, comme une source d'inspiration. Comment il peut inspirer le monde politique, si on devait faire une analogie? Si les politiques devaient s'inspirer du vivant et des animaux, tiens. D'abord, le monde politique aujourd'hui commence à considérer vraiment avec attention le monde du vivant des animaux. Je pense que c'est un signe des temps quand, dans la primaire des écologistes, Yannick Jadot a déclaré « Si je suis élu président, la première mesure que je prendrai, ce sera la sortie de l'élevage intensif. » Et c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis fier de soutenir la candidature écologiste. Ce sont les seuls qui ont affirmé cela avec autant de clarté. Ensuite, des animaux, on apprend beaucoup de choses. On apprend les liens, le fait que nous faisons partie de la nature, le fait que les êtres vivants sont interdépendants les uns des autres, que nous appartenons à cette grande famille. La pensée écologiste, parmi les pensées politiques, c'est la seule qui s'est construite non pas en partant juste de l'humain, mais en partant de l'ensemble, de la nature, de ce que sont les paysages, de l'ensemble de la Terre. L'un de mes modèles en tant que philosophie politique, c'est le géographe anarchiste Élisée Reclus, l'un des plus grands géographes de tous les temps et l'un des premiers grands défenseurs de la cause animale, végétarien convaincu, avec des textes sublimes qu'il a écrits sur la fraternité entre l'humain et les autres animaux. Pour moi, c'est quelque chose qui doit nous inspirer. Désolée de vous ramener à quelque chose de plus froid et de plus technique. La circulation du savoir, demain, c'est la circulation de la data. Je voulais vous poser cette question. On est coincé entre... Oui, il faut faire circuler cette data et la partager si on veut faire avancer la recherche, et vous êtes le premier à le dire. D'un autre côté, la France, dans le cadre de l'Europe, a fait le choix d'une très très grande vigilance, d'une grande prudence avec l'une des régulations les plus strictes, RGPD, IA Act, au risque de prendre du retard, évidemment, sur la Chine et sur les États-Unis. Comment on fait ? Premièrement, mon expérience en la matière, c'est que si on essaye d'accélérer les choses, on peut très bien se retrouver avec un blocage encore pire. On l'a vu pour la plateforme nationale de données de santé. C'était l'une des recommandations de mon rapport. Construire cette plateforme nationale, le Health Data Hub, comme on l'a appelé un peu partout, avec des droits d'accès, etc. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas fonctionnelle. Ça fait 4 ans que le chantier a commencé, elle n'est toujours pas fonctionnelle. Et le principal obstacle n'est pas technique, il est politique. Politique et administratif, parce que la construction de grandes bases de données, tout de suite, ça fait entrer en jeu des problèmes légaux ou éthiques, mais plus encore des problèmes d'organisation humaine. Vous avez des citoyens qui s'effraient de ce qu'il peut y avoir des données personnelles, par exemple sur des plateformes américaines. Vous avez des interpellations considérables et ça vous fait du choc
qui finalement retardent encore davantage la mise en œuvre. Une de mes citations préférées, Albert Einstein, plus facile de casser un atome qu'un préjugé. Quand vous êtes face à des grandes mises en œuvre techniques de projets de société, il y a le dossier purement technique et il y a le dossier culturel. Qu'est-ce qui va coincer ? On sous-estime toujours le volet culturel. On se dit, on va y arriver, on va changer ça. En fait, c'est de là que peuvent venir vos pires ennuis. Il faut le prendre comme quelque chose de respectable, comme quelque chose qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. En France, aussi du fait de notre passé tourmenté et de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une méfiance particulière par rapport aux données gérées par l'État. Il faut respecter ça. Il faut avancer en disant que les précautions sont légitimes et trouver le bon équilibre entre explication et avancée prudente. À propos de ces questions et notamment de l'intelligence artificielle, vous dites l'enjeu n'est rien moins que le choix de la société dans laquelle nous voulons vivre demain. Eh bien justement, quelle sera la place du citoyen dans cette société ? C'est #maplace. Bonjour Monsieur Cédric Villani. Je m'appelle Isabelle Resplandino et je suis la présidente de l'Association pour les Français en situation de handicap en Belgique. Près de 3000 familles françaises viennent scolariser leurs enfants avec un handicap sévère en Belgique. Ma question est, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer en France de l'exemple belge afin d'arrêter cet exil ? Alors, un tout petit mot sur les raisons de cet exil. C'est par manque de place pérenne dans des établissements spécialisés, surtout lorsqu'il s'agit de handicap lourds et de multi-handicap, par manque de méthode aussi par rapport à certaines pathologies. Que lui répondez-vous, Cédric Villani ? C'est un sujet auquel je suis très sensible. Sujet majeur, sujet de société dans lequel il faut que la société soit beaucoup plus ouverte. Polyhandicap en particulier, on en parle très peu, on ne le montre jamais. La visite d'un centre de polyhandicap, c'est le centre Raphaël dans le 11e arrondissement, tout près d'ici. C'est l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Et le fait de pouvoir agir, montrer, ouvrir est important. Dans le centre que je décris, une des évolutions majeures avait été la possibilité d'avoir des cours dispensés par l'éducation nationale pour ces personnes en situation de polyhandicap, avec une éducation qui doit venir à la rencontre des personnes si elles ne peuvent pas se déplacer. Et oui, bien sûr, à partir du moment où les citoyens en situation de handicap sont des citoyens à part entière, ils ont droit, bien sûr, à l'éducation, ils ont droit à tout en fonction aussi de leur handicap. Et donc ça, il faut l'ouvrir et mettre le débat sur la table. Il nous faut aussi en France aller vers davantage d'inclusion. France, traditionnellement, pays de case, a été trop longtemps dans le fait de réserver le handicap à des institutions spécialisées et pas assez de l'ouvrir sur le reste en inclusion. Et puis, la technologie jouera un rôle. J'ai vu autour de moi, j'ai vu des mathématiciens aveugles communiquer avec des réglettes en braille. J'ai vu un jeune extrêmement brillant atteint d'une maladie des os de verre rentrer à l'école normale supérieure utilisant différents outils technologiques pour mener une carrière de scientifique de haut niveau. Ce sont des choses que nous devons aborder et mettre sur la table en débat public. On va en profiter, nous, pour rappeler ces chiffres qu'on ne cite pas assez souvent. 12 millions de personnes, tout simplement. C'est énorme. C'est 12 millions de personnes en situation de handicap en France, au sens large. Rappelez surtout que dans 80% des cas, il s'agit de handicap invisible. Ce ne sont pas des personnes en chaise roulante, comme l'indique le logo bleu sur les parkings, les places de parking et les pare-brises des voitures. Handicap moteur, c'est certes 850 000 personnes à mobilité réduite, mais il ne faut pas oublier les handicaps sensoriels, psychiques, mentaux, autres maladies invalidantes. Cette perception, elle est en train d'évoluer, Adélaïde ? Oui, un petit peu. Alors, on réalise chez BVA depuis près de 20 ans maintenant pour la DREES. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la DREES, c'est, pour la faire courte, c'est la direction statistique du ministère de la Santé. On réalise un baromètre d'opinion donc depuis près de 20 ans sur les enjeux de santé, de protection sociale, et on a un focus sur la question du handicap. Ce qu'on a vu dans la dernière vague et qu'on a réalisé, c'est que désormais, une petite majorité de Français ont le sentiment que notre société se donne les moyens d'intégrer les personnes handicapées, et c'est une proportion qui a bondi de 9 points par rapport à l'année précédente. Mais néanmoins, les Français nous disent aussi qu'ils sont conscients qu'il reste des progrès à effectuer, notamment en termes d'accessibilité des équipements, en termes d'inclusion, vous en parlez, et c'est vrai que c'est un sujet de société sur lequel le regard des Français est en train de changer. Je l'ai vu dans des projets, quand il s'agit ici d'organiser un concert, des fois tout votre projet s'écroule parce qu'il y a
tout petit escalier qui n'est pas possible de franchir, une barre mal placée, que personne ne veut prendre le risque que quelque chose se passe mal. C'est aussi, sur ces sujets comme sur d'autres, le mal français est aussi un mal fait de déresponsabilisation, d'hyperadministration et de complexité. L'un des défis d'une société plus inclusive demain, c'est la place de nos aînés. L'INSEE nous dit qu'en 2050, la France comptera presque 141 000 centenaires, les plus de 65 ans. Ce sera un tiers de la population. Là encore... changement de perception de la part des Français. Adélaïde, est-ce que les Français comptent sur la science pour mieux vieillir ? Alors, c'est pas une question très simple, Charlotte. On leur a posé la question dans un sondage BVA pour Futur, lorsqu'on leur demande s'ils souhaitent bénéficier de certaines découvertes scientifiques ou techniques pour améliorer leurs conditions physiques ou intellectuelles. Je vous donne un exemple, ce sera plus simple. C'est par exemple écrire ces messages rien qu'en les pensant grâce à un implant, ou c'est améliorer ses capacités respiratoires. Eh bien, les Français apparaissent très partagés. Ils sont 44% à souhaiter pouvoir y accéder, mais tout autant 45% à être contre. Vous, Cédric Villani, qui est un scientifique, on l'a rappelé à plusieurs reprises, est-ce qu'à titre personnel, vous aimeriez pouvoir bénéficier de ces progrès pour vous-même, pour améliorer vos capacités, que je ne sous-estime pas, mais peut-être qu'on pourrait... Non, je suis... Pour je vous vais dire... Je vais dire que pour l'instant, d'abord, je crois que les premières applications importantes de ce genre de choses, ça sera pour les situations de handicap, et où là, la question éthique sera plus facile à résoudre. Vous vous souvenez de ce journaliste atteint d'un locked-in syndrome qui avait écrit un livre, qui avait Papillon. écrit un livre, voilà, le scaphandre de papillon, avec son... Dominique Bobby. Dominique Bobby, absolument, merci. Vous vous souvenez que ce livre est écrit avec une paupière, et quand nous aurons la possibilité d'avoir par des messages entiers, des transcriptions, bien sûr, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et dans des cas comme celui-ci, ou dans bien d'autres cas de handicap, on accueillera cette augmentation avec gratitude. Maintenant, pour le tout venant, pour les personnes en bonne santé avec tous leurs moyens, je suis perplexe. On verra, j'aime bien... me ranger du côté de Ivan Illich quand il parle de la convivialité en disant il y a les outils qui sont suffisamment simples d'usage qui vous permettent qui vous permettent à vous de progresser, de développer vos capacités, développer votre intelligence, votre santé physique et autres, et qui sont les bons outils, les conviviaux. Et puis il y a les outils qui se mettent à vous dominer, qui vous rendent esclave, soit parce qu'ils vous demandent trop d'attention, soit parce qu'ils vous forcent à changer vos habitudes, soit parce qu'ils vous mettent dans une situation de stress où vous devenez leur esclave. Et ceux-là, ce sont des outils qu'il faut éviter. Redescendons la pyramide des âges. Parlons de la jeune génération. Lors de la primaire des écologistes, vous avez été le porte-parole de la candidate Delphine Batho. Vous avez donc défendu le concept de décroissance. Dans tout ça, il y a un petit côté écologie punitive qui continue de faire peur. Là, il l'a prononcé le mot. Mais avez-vous quand même le sentiment que l'idée de décroissance finira par faire son chemin et que ce sera plus facile avec la jeune génération qu'avec la génération un peu plus mûre ? Quand j'étais à l'université du MEDEF, la dernière, ça s'appelait pas université, mais c'était analogue. Et quand j'ai commencé à parler de décroissance dans l'une des tables rondes, j'ai vu les deux attitudes entre une partie des entrepreneurs disant c'est un scandale, vous ne croyez pas en progrès, vous ne croyez pas en la science. Un peu fort de café, de dire que moi je ne crois pas dans la science, mais bon. Et puis j'ai vu aussi deux jeunes entrepreneurs qui ont applaudi, qui ont dit il faut qu'on en parle, on ne sait pas exactement ce que ça va être, mais parlons-en, qui sentent bien qu'on ne peut juste pas continuer comme ça, à raisonner en termes de PIB, en termes de croissance, à continuer à faire grimper tous les indicateurs et à aller dans le mur, littéralement. Donc vous avez confiance dans la jeune génération d'écologie. Moi j'aime bien l'image, vous imaginez, vous êtes dans votre voiture, qui représente l'économie mondiale, avec vous brûlez du carburant et je ne sais quoi. Vous avez le mur qui s'avance, qui est l'effondrement climatique, le réchauffement catastrophique avec toutes ces inondations et tout ce que vous voulez, l'écroulement de la biodiversité avec 6e extinction de masse. Et là, vous êtes là en train d'avancer à toute allure là-dedans. Vous sentez bien que vous devez tourner. Et il y a quelqu'un qui vous dit « Ok, il faut tourner, mais continue à accélérer tout en tournant. » Mais ça, c'est l'idée de s'en sortir en croissant. Oui, mais cette jeune génération, elle n'est pas dans une voiture à carburant en train de foncer dans le mur, justement. Elle roule à vélo. Donc, justement, et elle,
la jeune génération, pour elle, l'idée qu'on ralentisse en s'approchant du mur, qu'on baisse la voilure, c'est beaucoup plus facile pour cette jeune génération. Et puis la décroissance, ça veut dire quoi ? D'abord, c'est un mot choc qui permet de poser les choses et de dire comment est-ce que vous croyez vraiment qu'on va continuer à consommer et à brûler extraordinairement d'énergie fossile. Alors vous allez me dire, peut-être qu'on peut, et c'est la grande théorie, qu'on peut découpler la croissance du PIB de la consommation d'énergie fossile. Je vous invite à visionner, si vous le croyez, les vidéos de l'excellent Timothée Parric, grand économiste contemporain de la décroissance, qui vous explique, chiffres à l'appui, études à l'appui, pourquoi c'est un pari extraordinairement risqué et pourquoi tous les indices sont plutôt dans le contraire de ça. Et puis décroissance, ça veut dire quoi ? S'il s'agit de remplacer sa voiture par un vélo, ça veut dire des trajets moins embouteillés, ça veut dire prendre une meilleure connaissance, ça veut dire plus de qualité de vie, franchement, pour aller au bureau. Alors, s'il s'agit de remplacer un monde dans lequel vous devez travailler toujours davantage avec des échéances extrêmement fortes dans un de ces métiers où vous ne savez plus quel sens, les bullshit jobs, comme les appelle David Graeber dans un ouvrage qui a fait succès, et que c'est pour les remplacer par un métier qui est moins dans la hype, plus proche de la terre, dans lequel vous êtes mieux valorisé, parce que ça fait aussi partie de ça, le projet de décroissance, et vous participez à une économie plus proche, plus de terrain, je crois que ce sera une bonne évolution. Mais à quoi les Français sont-ils prêts ? J'aime bien l'image qui a été utilisée, qui est celle du mur et du virage, parce que c'est assez vrai pour ce qui est des Français. Ils ont parcouru la moitié du chemin sur ces sujets, si je puis dire. La conscience, effectivement, de tous ces enjeux, du sujet climatique, du désastre vers lequel on court, cette conscience, elle est aiguë aujourd'hui. Les enquêtes d'opinion le montrent. Les Français, et pas seulement les jeunes, on ne parle pas que des jeunes générations, les gens ont conscience qu'il faut agir. Ils sont prêts d'ailleurs à consentir des efforts pour le bien collectif dès à présent. Mais attention, ces efforts, ils sont prêts à les consentir s'ils ne viennent pas empiéter trop sur leur confort. Donc concrètement, ça veut dire qu'effectivement, je suis prêt à circuler à vélo si c'est simple pour moi. Je suis prêt à trier mes déchets. Je peux trier mes mails dans ma boîte mail, c'est facile. En revanche, ne pas regarder une vidéo en streaming le soir quand je rentre du boulot et que je suis crevé, c'est un peu plus dur. Ne pas manger de la viande si je suis fan de viande, c'est un peu compliqué. Et pour ceux qui en ont les moyens, renoncer à l'avion, c'est compliqué aussi. Donc voilà, on sent bien qu'on est sur... On voit le mur, mais on a du mal à tourner. Alors, on parlait de l'avion. Il y avait un débat en commission des affaires économiques, là, juste il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale sur l'avenir de l'aviation. Et j'ai pris la parole pour dire, en substance, écoutez, l'avion décarboné, il y a des très prometteuses recherches qui arrivent et qui seront matures peut-être dans 20 ans, ou peut-être dans 20 ans, peut-être dans 25 ans, ou qui sait. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, la seule méthode rigoureuse qui garantit de décarboner le secteur, ça s'appelle la réduction du nombre de vols. Et votre enfant de 10 ans, il comprendra que si vous lui explosez tout le problème, il vous dira « Mais papa, c'est pas grave. Abstiens-toi de voyager pendant quelques temps, on ne va pas en mourir pour autant, et puis on voyagera plus tard quand l'avion sera décarboné. » C'est une simple question de bon sens. Est-ce qu'on a besoin, franchement, pendant une époque où même ça semblait cool de prendre l'avion pour faire l'aller-retour à New York, pour aller visiter un pays au pas de charge pendant quelques jours avant de revenir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin de manger de la viande tous les jours ? Je vous le demande. Nos grands-parents, pour beaucoup d'entre eux, pour la plupart, mangeaient de la viande de temps en temps. Parfois, c'était le dimanche. Et le monde, un monde durable par rapport à cette question, ça serait un monde dans lequel, une fois par semaine, on peut avoir accès à de la viande ou du poisson. Et très franchement, ce n'est pas quelque chose qui sera une perte de confort, c'est un changement d'habitude. Cédric Villani, vous aimez citer la grande mathématicienne russe Sonia Kovalevskaya qui disait « Nul ne peut être mathématicien s'il n'a pas l'âme d'un poète ». Je vais donc faire appel à votre âme poétique. Ici, à Futur, nous avons hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place. C'est donc à vous de jouer maintenant avec hashtag ma France rêvée. France rêvée, c'est une France qui continue à s'inscrire dans le projet qui était le projet français dès le départ. Une France qui veut rêver l'avenir pour le monde entier, férue d'universalisme et d'abstraction. Eh bien, France rêvée, c'est une France apaisée où l'on cesse de confondre le débat et la polémique, où on a repris fierté dans ce qu'on est et dans ce qu'on veut porter,
et où on entraîne, on est fier d'entraîner avec soi une Europe forte pour accomplir toutes les grandes transitions, la transition écologique, la transition numérique, la transition technologique, bref, c'est la France qui a repris confiance dans l'idée qu'elle va aider les gens à se rassembler. Merci Cédric Villani. Merci à tous. C'était le futur de Cédric Villani.